Un baron veuf, marqué par la perte et le silence, traverse une vente aux enchères où une jeune femme de 19 ans est vendue par son propre père. Ce qu'il fait à ce moment-là ne change pas seulement le destin de la jeune fille, mais bouleverse complètement sa propre existence. C'est une histoire d'amour qui naît là où l'on s'y attend le moins, de courage qui défie les conventions et de deux âmes blessées qui se rencontrent au lieu le plus improbable. Préparez-vous à découvrir Elisa et Joachim, deux cœurs que le destin a unis de manière scandaleuse, mais qui ont prouvé que le véritable amour ne s'achète pas. Il se conquiert avec dignité et dévouement. Mais avant de poursuivre, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La vallée de la Sarthe respirait le café à chaque rafale de vent qui descendait des collines. C'était l'année 1887, et les plantations s'étendaient comme des royaumes verts sous le soleil implacable de la campagne. Parmi elles, le domaine de Sainte-Croix s'élevait, imposant, avec sa grande maison de maître de 3 étages, de larges vérandas soutenues par des colonnes de pierre et des jardins qui firent autrefois l'envie de toute la région. Les caféiers montaient les collines en rangées parfaites, et l'air de séchage semblait une mer brune, sous le ciel d'un bleu profond, mais toute cette grandeur cachait une tristesse silencieuse. Depuis que Madame Hélène était partie 3 ans plus tôt, victime d'une fièvre jaune qui avait dévasté la région, le domaine respirait une mélancolie dense. Les rideaux restaient fermés. Le piano du salon accumulait la poussière. Les jardins, autrefois entretenus avec soin par la baronne, se rendaient désormais à la végétation sauvage avec résignation. Même les travailleurs agricoles, récemment affranchis, désormais des colons libres travaillant pour un salaire, commentaient à voix basse que la maison semblait hantée par le deuil du maître. Le baron Joachim de Launay avait 36 ans, mais semblait porter le poids d'une vie entière sur ses épaules courbées. Grand, aux larges épaules sculptées par le travail quotidien du domaine, il avait des cheveux bruns déjà grisonnants aux tempes et des yeux sombres qui rencontraient rarement ceux de quiconque. Sa barbe était taillée avec une précision militaire, mais son visage marqué par de profondes rides d'expression trahissait des nuits sans sommeil et des jours sans but. Joachim se levait avant le soleil, parcourait les plantations à cheval, supervisait le travail, ne conversait que le strict nécessaire avec le contremaître et retournait à la grande maison lorsque l'obscurité avait déjà envahi la vallée. Il chantait seul, lisait des rapports de production à la faible lumière de la lampe à pétrole, et dormait peu, se réveillant toujours au milieu de la nuit, avec la sensation d'avoir oublié quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Joachim n'était pas né baron. Ce titre lui avait été conféré par l'empereur, 10 ans plus tôt, en reconnaissance de sa contribution à l'économie caféière et de ses investissements en infrastructures qui avaient apporté la prospérité à toute la région. Fils d'un négociant et d'une propriétaire terrienne de famille traditionnelle, il avait grandi entre les livres de comptabilité et les caféiers, apprenant dès son plus jeune âge que le travail et la discipline étaient les piliers de tout empire. Il avait rencontré Hélène lors d'un bal à la cour, à Paris, quand il avait 23 ans, et elle seulement 18. Fille d'un magistrat à la retraite, Hélène était délicate, éduquée dans les meilleurs collèges de la capitale, parlait français couramment et jouait du piano avec la douceur de qui caresse des pétales de rose. Ils se marièrent 6 mois plus tard, et Joachim emmena sa femme à la campagne avec la promesse qu'il lui construirait un paradis entre les montagnes. Et il tint sa promesse. Pendant 10 ans, ils furent heureux d'une manière simple et profonde. Hélène transforma le domaine en un foyer accueillant, où musique et littérature côtoyaient l'odeur du café fraîchement torréfié. Elle organisait des soirées littéraires, recevait les voisins, enseignait les premières lettres aux enfants des colons et s'occupait d'un jardin qui était sa plus grande passion. Roses, jasmin, hortensia et dahlia fleurissaient sous ses soins comme si la terre n'obéissait qu'à elle. Ils n'eurent pas d'enfants. Les premières années, cela les affligeait. Hélène pleurait en silence après chaque déception et Joachim la consolait, disant qu'elle était déjà tout ce dont il avait besoin.
Avec le temps, ils acceptèrent d'être seulement les deux, et cela leur suffisait, jusqu'à ce que la fièvre arrive. Ce fut à l'été 1884. L'épidémie balaya la vallée comme une plaie biblique. Hélène tomba malade en s'occupant d'un enfant du domaine. En 5 jours, la fièvre la consuma. Joachim appela tous les médecins de la région, offrit des fortunes, pria jusqu'à en perdre la voix. Mais rien n'empêcha sa femme de partir un matin froid de janvier, les mains froides et le visage serein comme si elle dormait. Depuis lors, Joachim était devenu l'ombre de lui-même. Il s'était refermé comme une huître blessée, refusait les invitations aux fêtes, bals ou dîners. Quand il devait régler des affaires à Paris ou à Lyon, il partait et revenait le même jour, sans même passer la nuit. Il renvoya la gouvernante qu'Hélène avait embauchée. Il congédia les servantes, ne gardant qu'Henriette, une vieille dame déjà âgée qui cuisinait depuis avant la naissance de Joachim et faisait pratiquement partie de la famille. Les voisins tentèrent une approche les premiers mois. Madame Marguerite Mercier, épouse du colonel Antoine Mercier du domaine voisin, alla même jusqu'à suggérer discrètement qu'elle connaissait des jeunes filles de bonne famille qui pourraient être présentées au baron. Joachim la remercia froidement et n'accepta plus jamais ses visites. Le père Grégoire de la paroisse locale apparut quelquefois pour des conseils spirituels, mais abandonna lorsqu'il réalisa que le baron n'écoutait qu'en silence, sans réagir. La vérité est que Joachim ne voulait pas de consolation, pas de remplacement. Il se sentait coupable d'être en vie pendant qu'Hélène gisait dans le cimetière du domaine, sous une pierre tombale en marbre blanc, où il avait fait écrire simplement « Ma lumière ». Il visitait la tombe tous les après-midi, toujours à la même heure, apportant des fleurs du jardin qui poussaient maintenant à l'état sauvage. Il restait là, immobile, pendant une demi-heure dans un silence absolu, puis rentrait chez lui les épaules encore plus lourdes. Dans cet état de deuil permanent, Joachim passa 3 ans. Le domaine restait productif car il était trop méthodique pour laisser tout s'effondrer. Mais il n'y avait plus de passion. C'était juste une routine. Se lever, travailler, manger, dormir, et au milieu de tout cela, un vide énorme qu'aucune sac de café, aucun profit, aucune reconnaissance ne pouvait combler. Ce fut dans ces conditions qu'il reçut, un matin chaud de mars 1887, une lettre du colonel Antoine Mercier. Le voisin l'informait d'une vente aux enchères extraordinaire qui aurait lieu dans le village de Sainte-Rita des Quatre Chemins, à quelques lieues de là. L'événement rassemblerait des propriétaires terriens de la région pour la vente de matériel agricole, d'animaux de trait et d'autres biens saisis auprès de familles endettées. Joachim ignorerait normalement une telle invitation, mais il avait besoin de nouveaux outils pour la récolte. Il décida d'y aller. Le matin de la vente aux enchères, Joachim se leva plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait pas encore complètement rompu l'horizon lorsqu'il quitta la grande maison, vêtu d'un pantalon en lin sombre, d'une chemise blanche à col haut, d'un gilet en soie brodé et d'une redingote noire. Son chapeau à larges bords protégeait son visage du soleil qui commençait à chauffer. Dans ses mains gantées, il tenait une canne en palissandre à pommeau, non par nécessité, mais par habitude de l'époque. Henriette lui prépara un repas composé de pain maison, de fromage affiné et de pâte de coing, ainsi qu'une gourde d'eau fraîche du puits. La vieille dame, aux cheveux complètement blancs, attachés en un chignon serré, regarda son maître avec une préoccupation maternelle. « Monsieur Joachim, vous êtes trop maigre, vous devez manger plus. » Il acquiesça vaguement et partit. Le voyage jusqu'à Sainte-Rita des Quatre Chemins se faisait à cheval, par un chemin de terre battue qui serpentait entre des collines couvertes de caféiers et de petits bosquets de forêts natives, encore préservés. Le chemin était beau, offrant des vues sur des vallées profondes où la brume matinale se dissipait lentement. Joachim, cependant, remarquait à peine le paysage. Ses pensées erraient entre les souvenirs d'Hélène et les calculs du nombre d'outils qu'il devrait acheter. Il croisa des marchands conduisant des mulets chargés de sucre et d'eau-de-vie. Il passa devant de petites propriétés où des colons italiens nouvellement arrivés labouraient la terre avec l'espoir dans les yeux.
Il vit des enfants pieds nus jouer au bord du chemin, lui faisant signe avec de larges sourires. Joachim leur rendit un signe de la main mécanique et continua son chemin. Il arriva au village vers 10 heures du matin. Sainte-Rita des Quatre Chemins était un ensemble de maisons simples autour d'une place centrale, où s'élevait une église aux murs blanchis à la chaux et à la tour modeste. Il y avait un magasin qui vendait de tout, du pétrole au tissu, un barbier où les hommes se réunissaient pour parler politique, une épicerie. Et ce jour-là, la place était remplie de monde. La place fourmillait d'activités. Des propriétaires terriens en tenue de gala, des marchands à la recherche d'opportunités, des curieux attirés par l'agitation, des femmes avec des ombrelles se protégeant du soleil et des enfants courant entre les jambes des adultes. Au centre, sous une bâche de fortune, s'élevait une estrade en bois où le commissaire-priseur, un homme corpulent à la voix stridente, avait déjà commencé son travail. Joachim attacha son cheval à un poteau à l'ombre, s'assurant que l'animal avait accès à un abreuvoir. Il arrangea son chapeau et se dirigea vers l'estrade, restant en périphérie de la foule. Il reconnut quelques visages, des propriétaires terriens voisins, le délégué du canton, le notaire, le juge de paix. Tous le saluèrent avec respect, bien que certains, avec cette curiosité morbide de ceux qui voulaient savoir comment allait le veuf reclus. La vente aux enchères commença par des articles mineurs, outils rouillés, harnais rafistolés, une horloge murale qui ne fonctionnait pas, quelques mètres de tissu. Joachim observait avec désintérêt, attendant l'arrivée des lots qui importaient vraiment. Le soleil montait dans le ciel, la chaleur augmentait et la sueur commençait à marquer les chemises des personnes présentes. C'est alors que le commissaire-priseur annonça quelque chose qui fit taire complètement le brouhaha de la place. « Le suivant !» cria l'homme, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir sale. Par ordre judiciaire, en raison de dettes non réglées auprès de la Banque de Paris, M. Alaric Dubois offre à l'adjudication sa fille Élisa Marie Dubois, 19 ans, en bonne santé, alphabétisée, pour travail domestique ou mariage selon la décision de l'adjudicataire. Un murmure choqué parcourut la foule. Quelques femmes couvrirent leur bouche de leurs mains. Des hommes échangèrent des regards complices. Joachim sentit son estomac se retourner. Cela ne pouvait pas être réel. Pas en pleine année 1887, près de 40 ans après l'abolition de l'esclavage, et alors que les principes de dignité humaine étaient largement reconnus dans toute la nation. Mais c'était réel, et pire, c'était légal. Un juge corrompu ou simplement insensible avait autorisé cette barbarie sous prétexte que c'était un contrat de travail obligatoire pour le remboursement d'une dette familiale. En pratique, une vente déguisée. Du côté gauche de l'estrade, une porte étroite s'ouvrit. En sortit un homme d'âge mûr, décharné, aux vêtements usés et au chapeau troué. Alaric Dubois avait le visage marqué par l'alcool et des années de malchance. Ses yeux rouges et injectés évitaient de regarder qui que ce soit directement. Il tenait par le bras une jeune femme qui marchait d'un pas raide, comme si chaque mouvement lui coûtait un morceau d'âme. Élisa Marie Dubois avait 19 ans, mais son visage portait la maturité précoce de celle qui avait déjà trop vu de la vie. Elle était de taille moyenne, le corps svelte couvert par une robe en coton brut, usée et rapiécée à plusieurs endroits, qui avait autrefois été blanche, mais avait maintenant la couleur indéfinie des choses trop lavées et peu soignées. Ses cheveux châtain foncé étaient attachés en un chignon simple sur la nuque, révélant un cou délicat où l'on pouvait voir une veine pulser rapidement, trahissant la terreur qu'elle ressentait. Ses yeux étaient ce qui impressionnait le plus, grands, en amande, d'un brun profond, qui semblait contenir toutes les larmes déjà versées et toutes celles à venir. Elle regardait droit devant elle, la mâchoire serrée, refusant de baisser la tête, refusant de leur livrer aussi sa dignité. Ses mains calleuses par le travail étaient croisées devant son corps dans un geste de protection et de retenue. Elle était pieds nus. Ses pieds couverts de la poussière du chemin avaient des callosités et de petites coupures. Elle ne portait pas de bijoux, n'avait pas d'ornements. C'était l'image crue de la pauvreté.
mais quelque chose en elle refusait d'être brisé. Il y avait une étincelle de rébellion dans ses yeux, une rage contenue qui disait « Vous pouvez me vendre, mais vous ne pouvez pas me dompter ». Alaric la poussa légèrement vers le centre de l'estrade. Le commissaire-priseur, sans le moindre embarras, commença à décrire la marchandise comme s'il s'agissait d'un animal de trait. Jeune, saine, sans maladie visible, forte pour les travaux domestiques, sait lire et écrire, appris avec les religieuses du couvent quand elle était enfant, obéissante selon la déclaration du père. Mise à prix, 500 francs. Un silence pesant tomba sur la place. Personne n'osait faire la première offre, non pas parce que tous étaient moralement corrects, mais parce qu'il y avait une honte implicite à être le premier à participer à cette indignité. Ce fut un négociant en tissu, un homme gros et gras, connu pour être avare et exploiteur d'employés, qui brisa le silence. 500 francs, dit-il avec un sourire tordu, regardant Élisa de haut en bas d'une manière lascive, qui fit se retourner l'estomac de Joachim encore plus. Le commissaire-priseur frappa son marteau sur l'estrade. « Nous avons 500 francs. Quelqu'un offre-t-il plus ?» Un propriétaire terrien plus âgé, veuf depuis peu et réputé mauvais payeur, leva la main. 600 francs. Un autre, un homme que Joachim reconnut comme propriétaire d'une petite propriété, mais avec une réputation douteuse quant au traitement de ses employés, offrit 700. Élisa restait immobile au centre de l'estrade. Elle ne pleurait pas, n'implorait pas. Elle maintenait juste ce regard fixe vers l'horizon, comme si elle s'était déjà déconnectée de là, comme si son esprit s'était envolé au loin, tandis que son corps restait prisonnier de cette humiliation publique. Joachim vit une larme solitaire couler lentement sur sa joue droite, mais elle ne l'essuya pas, la laissa tomber. Les enchères montèrent, 800, 900, 1000 francs. Chaque nouvelle valeur était un coup de poignard au cœur de toute personne, un tant soit peu décente présente. Quelques dames s'étaient déjà retirées, emmenant leurs filles loin de cette scène dégradante. Les hommes, cependant, restaient beaucoup avec des expressions variant entre curiosité morbide et intérêt commercial. Joachim sentit quelque chose bouger en lui. C'était une sensation étrange qu'il n'avait pas ressentie depuis 3 ans. Un mélange d'indignation, de compassion et quelque chose de plus profond qu'il ne parvenait pas à nommer. Il regarda à nouveau Élisa et vit quelque chose qui le choqua. Elle le regardait aussi. Pendant un très bref instant, ses yeux rencontrèrent les siens et Joachim y vit non pas un appel au secours, mais une question muette. « Allez-vous, vous aussi, me voir comme une chose ?» C'est à cet instant que Joachim de Launay prit une décision qui changerait leurs 2 vies pour toujours. Joachim fit un pas en avant, brisant la barrière invisible qui le séparait de la foule. Sa voix, grave et ferme, coupa l'air comme une lame. 2000 francs. Le silence qui suivit fut absolu. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Le commissaire-priseur cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu. Le négociant gras laissa tomber le cigare qu'il tenait entre ses doigts. 2000 francs n'était pas seulement le double de l'enchère précédente, c'était une fortune. C'était l'équivalent de plus de 6 mois de salaire d'un travailleur qualifié. C'était le prix de 2 chevaux de première qualité ou d'une petite propriété à la campagne. Et Joachim avait offert cela pour une jeune femme qui était vendue comme domestique. Le commissaire-priseur se remit de son choc et, voyant l'opportunité d'une commission généreuse, cria avec enthousiasme « 2000 francs par le distingué baron Joachim de Launay. Quelqu'un offre-t-il plus ?» Il regarda autour de lui avec attente, mais savait que personne n'oserait surpasser cette offre. Il n'y avait aucun sens économique à cela et tous le savaient. Alaric Dubois, le père d'Élisa, qui jusque-là observait tout avec un regard vide et indifférent, sembla soudainement sortir d'une torpeur. Ses yeux s'écarquillèrent en calculant mentalement la valeur. 2000 francs régleraient toutes ses dettes et il lui resterait quelques centaines de francs pour boire pendant des mois. Un sourire tordu apparut sur son visage jauni par l'alcool. Élisa, quant à elle, tourna son visage vers Joachim. Pour la première fois, son expression vacilla. Il y avait de la confusion dans ses yeux. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il offert tant? Que voulait-il d'elle?
L'étincelle d'espoir qui naquit dans sa poitrine fut rapidement étouffée par la peur. Elle connaissait les hommes riches, elle savait ce qu'ils voulaient généralement des jeunes filles pauvres. Le commissaire-priseur frappa son marteau une fois, 2000 francs une fois. Il frappa à nouveau, 2000 francs 2 fois. Il fit une pause dramatique en regardant autour de lui. Personne ne se manifesta. Il frappa pour la 3e fois. Vendu au baron Joachim de Launay. Joachim se dirigea vers la table où le notaire et le juge de paix étaient assis, prêts à documenter les transactions. Il ouvrit son portefeuille en cuir et commença à compter les billets. La foule observait en silence, certains choqués, d'autres envieux, beaucoup simplement curieux de voir ce que le baron reclus ferait de son acquisition. 2000 francs furent posés sur la table en billets organisés et attachés avec de la ficelle. Le notaire compta méticuleusement 2 fois pour s'assurer, puis prépara le document de transfert. C'était un simple papier, mais ayant une valeur légale. Il attestait qu'Élisa Marie Dubois, fille d'Alaric Dubois, était désormais sous la responsabilité et la tutelle de Joachim de Launay, baron de Sainte-Croix, pour une période de 10 ans ou jusqu'à ce que les dettes soient considérées comme réglées par le travail selon la première échéance. Joachim signa le document de son écriture ferme et élégante. Le notaire tamponna, le juge de paix témoigna et tout était fait, officiel. Élisa lui appartenait désormais aux yeux de la loi. Alaric reçut l'argent avec des mains tremblantes de cupidité. Il ne regarda même pas sa fille une dernière fois. Il compta simplement les billets, les fourra dans la poche intérieure de son veston usé et disparut dans la foule, probablement en direction de la taverne la plus proche. Joachim plia le document et le rangea dans la poche intérieure de sa redingote. Puis il se retourna lentement et se dirigea vers Élisa qui restait sur l'estrade, maintenant seule, abandonnée par son père et acquise par un étranger. Elle le regarda avec ce mélange de peur et de défi, le menton levé dans une tentative désespérée de garder une certaine dignité. Joachim s'arrêta au pied de l'estrade, la regarda et dit d'une voix basse, mais suffisamment claire pour qu'elle l'entende, « Venez, rentrons à la maison ». Ce n'était pas un ordre, c'était presque une invitation. Mais Élisa ne bougea pas. Elle était paralysée, non par peur, mais parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Joachim remarqua son hésitation, tendit sa main gantée et répéta plus doucement « S'il vous plaît ». Ce fut ce mot, « s'il vous plaît », qui fit quelque chose se briser à l'intérieur d'Élisa. Aucun des autres acheteurs n'avait dit « s'il vous plaît ». Aucun homme dans sa vie ne lui avait demandé quoi que ce soit avec gentillesse. Elle descendit de l'estrade d'un pas hésitant, ignorant la main tendue, mais marchant à ses côtés tandis qu'ils traversèrent la foule qui s'ouvrait devant eux. Tandis que Joachim et Élisa traversèrent la place en direction de l'endroit où le cheval était attaché, les murmures commencèrent, bas au début, puis augmentant en volume et en malice. Regardez, le baron veuf a trouvé son réconfort. 2000 francs pour une si jeune fille. Il sait bien ce qu'il veut, pauvre Madame Hélène. Elle n'est même pas froide dans sa tombe, et il lui trouve déjà une remplaçante. Et de quelle manière ? Une dame particulièrement bavarde, connue dans toute la région pour sa langue acérée, commenta assez fort pour être entendue. Acheter de la compagnie comme on achète du bétail. Quelle honte pour la famille de Launay. Son mari tenta de la faire taire, mais elle continua, et dire qu'il était un homme respectable. Joachim entendait tout, mais gardait le visage impassible. Des années passées à côtoyer l'élite rurale lui avaient appris que répondre aux commérages ne faisait que leur donner plus de pouvoir. Élisa, en revanche, ressentait chaque mot comme un coup de fouet. Elle serra ses bras autour de son propre corps, comme si elle pouvait se protéger de cette violence verbale. Quand ils arrivèrent au cheval, Joachim prit un paquet qu'il avait laissé dans les sacoches. C'était un châle en fine laine qu'il avait acheté des mois auparavant, ayant l'intention de l'offrir à Henriette, mais qu'il posa maintenant sur les épaules d'Élisa. Elle le regarda, surprise. « Il fait froid », dit-il simplement, bien que le jour fût chaud. Mais il savait qu'elle tremblait non pas de froid physique, mais de choc émotionnel.
Il monta à cheval avec l'aisance de celui qui avait passé sa vie sur le dos de ses animaux et tendit à nouveau la main. « Asseyez-vous en croupe, accrochez-vous à ma ceinture, le voyage est long. » Élisa hésita. Monter à cheval avec un homme étrange, s'accrocher à lui, dépendre de lui pour ne pas tomber. C'était trop d'intimité, trop rapide, mais quel choix avait-elle? Elle accepta sa main, posa son pied à l'étrier et, avec quelques difficultés, réussit à s'installer derrière la selle. Le cheval commença à marcher. Élisa tenait le bord de la ceinture de Joachim du bout des doigts, essayant de maintenir le plus de distance possible. À chaque pas de l'animal, elle était obligée de se pencher légèrement en avant pour ne pas perdre l'équilibre. Mais elle le faisait avec rigidité, comme si le toucher était un danger. La route de retour au domaine de Sainte-Croix était la même que Joachim avait empruntée le matin. Mais elle semblait maintenant complètement différente. Le silence entre eux était dense, chargé de questions non posées et de réponses non données. Le soleil commençait déjà à décliner lorsqu'ils quittèrent le village, teintant le ciel de tons orangés qui contrastaient avec le vert foncé des caféiers. Joachim maintenait le cheval à un rythme modéré, conscient qu'Élisa n'était pas habituée à monter à cheval et pourrait tomber s'il accélérait. De temps en temps, il tournait légèrement la tête, vérifiant si elle allait bien, mais ne disait rien. Il ne savait pas quoi dire, il n'avait pas planifié cela. Il avait agi, poussé par quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même. Élisa, de son côté, observait le paysage avec des yeux qui enregistraient tout, mais n'absorbaient rien réellement. Son esprit était en tumulte. Qu'est-ce qu'il attendait dans ce domaine? Serait-ce juste une autre forme de servitude? Cet homme semblait différent des autres acheteurs. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas la luxure ou la cruauté, mais elle ne pouvait pas s'y fier. Les hommes riches étaient experts pour cacher leurs véritables intentions. Ils passèrent un ruisseau où Joachim s'arrêta pour laisser le cheval boire. Élisa descendit de la croupe avec des mouvements raides, les jambes endolories par la chevauchée. Joachim lui offrit la gourde. « Buvez, il reste encore plus d'1 heure avant d'arriver. » Elle prit la gourde de main tremblante, but quelques gorgées et la lui rendit sans le regarder. Ce fut alors que Joachim parla enfin, regardant le ruisseau et non elle. « Je sais que vous devez être effrayé. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais vous devez savoir que je ne vous ai pas amené ici pour vous faire du mal. » Élisa ne répondit pas. Joachim continua d'une voix basse et fatiguée. « J'avais une femme. Elle est décédée il y a 3 ans. Depuis, je vis seul dans ce domaine, à l'exception d'Henriette, la cuisinière. La maison est grande, il y a beaucoup de chambres vides. Vous aurez la vôtre avec une clé à l'intérieur. » Élisa le regarda enfin, surprise. « Avec une clé à l'intérieur ?» Joachim acquiesça. « Pour que vous vous sentiez en sécurité, je ne suis pas votre propriétaire, Élisa. Je sais que la loi dit que je le suis, mais je n'y crois pas. Vous travaillerez au domaine, oui, mais comme tout employé libre. Vous recevrez nourriture, logement et, si vous le souhaitez, à l'avenir. Vous pourrez partir quand vous le voudrez. » Le soleil était presque couché lorsqu'ils aperçurent enfin le portail du domaine de Sainte-Croix. C'était une structure imposante, en fer forgé, avec les armoiries de la famille de Launay travaillées au centre, un écusson avec un caféier stylisé et la date de 1855, année de fondation du domaine. 2 piliers de pierre soutenaient le portail et un chemin bordé de palmiers impériaux menait à la grande maison, visible au loin au sommet d'une douce élévation. À mesure qu'ils approchaient, Élisa put mieux voir la propriété. Les caféiers s'étendaient dans toutes les directions, montant et descendant les collines en formations ordonnées. Plus près de la maison, il y avait des vergers d'agrumes, un grand potager et, étonnamment, un vaste jardin, bien que visiblement abandonné, où des structures de treillis, couvertes de plantes sauvages, formaient des arcs désordonnés. La grande maison était magnifique, même à distance. 3 étages de murs blancs blanchis à la chaux, de hautes fenêtres avec des persiennes vertes, de larges vérandas avec des balustrades en fer forgé et un toit de tuiles françaises qui brillait sous les derniers rayons du soleil.
À l'arrière, Élisa aperçut les anciens logis des ouvriers agricoles, maintenant convertis en maisons pour les colons. Et plus loin, les aires de séchage du café, d'immenses espaces de terre battue où les grains étaient exposés au soleil. Joachim guida le cheval directement devant la maison, descendit avec agilité et lui tendit la main pour aider Élisa. Cette fois, elle accepta, car ses jambes étaient si endolories qu'elle craignait de tomber. Ses pieds nus touchèrent le sol de pavé du patio frontal, et elle sentit la texture froide et rugueuse des pierres contre sa peau calleuse. La porte principale s'ouvrit et en sortit une dame noire, robuste, aux cheveux complètement blancs, attachée sous un foulard coloré. Henriette avait plus de 60 ans, le visage rond marqué par des rides qui témoignaient d'une vie de dur labeur, mais des yeux brillants et accueillants. Elle s'arrêta en haut de l'escalier de 3 marches qui menait à l'entrée, posa ses mains sur ses hanches et regarda de Joachim à Élisa avec une expression mêlant surprise et curiosité. « Monsieur Joachim, » dit-elle avec cette familiarité de celle qui avait élevé le maître depuis qu'il était enfant. « Quelle est cette jeune femme que vous avez ramenée ?» Joachim monta les marches en ôtant son chapeau. « Henriette, c'est Élisa. Elle va vivre avec nous. J'ai besoin que vous prépariez la chambre du 2e étage, celle qui donne sur le jardin, et que vous lui procuriez des vêtements propres, des chaussures, tout ce dont elle aura besoin. » Henriette descendit les marches lentement, s'approchant d'Élisa avec un regard évaluateur, mais non cruel. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie, et ses instincts lui disaient qu'il y avait une histoire là. La jeune fille est pâle. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ? Élisa ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'elle ne s'en souvenait pas. Peut-être le matin, un morceau de pain rassis, peut-être même pas cela. « Venez avec moi, ma petite », dit Henriette, d'une voix ferme mais douce, prenant Élisa par le bras. « D'abord manger, puis un bain, puis le lit. Le reste, on le réglera demain. » Et, sans attendre de réponse, elle conduisit la jeune femme à l'intérieur de la maison, laissant Joachim seul dans le patio avec son cheval et ses pensées confuses. L'intérieur de la grande maison était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée avait une hauteur sous plafond impressionnante, avec un lustre en cristal suspendu au plafond et reflétant la lumière de dizaines de bougies. Le sol était fait de larges planches de bois vernies, si polies qu'elles reflétaient comme un miroir. Des meubles en palissandre massif bordèrent les murs, un buffet avec un miroir biseauté, des chaises à dossier hauts avec des sièges en cuir repoussé, une horloge à pendule qui marquait les heures avec des battements solennels. Élisa suivit Henriette par un large couloir, passant devant des portes fermées, derrière lesquelles elle pouvait imaginer d'immenses pièces. Elles montèrent un escalier avec une rampe sculptée, les marches grinçant doucement sous leurs pieds. Au 2e étage, un autre couloir s'étendait avec plusieurs portes de chaque côté. Henriette en ouvrit une et invita Élisa à entrer. La chambre était plus grande que toute la maison où Élisa avait vécu avec son père. Un lit double, avec un baldaquin en bois sombre, occupait le centre, recouvert de couettes blanches parfumées à la lavande. Il y avait une immense armoire, une coiffeuse avec un miroir ovale, 2 chaises rembourrées, un bureau près de la fenêtre et même un paravent peint de scènes bucoliques. La large et haute fenêtre avait des rideaux de lin qui bougeaient doucement avec la brise du soir naissant. Élisa resta immobile à l'entrée, n'osant pas poser le pied dans cet espace qui semblait d'une autre réalité. « Vous pouvez entrer, ma petite », dit Henriette avec un soupir. « Personne ne mord ici, non. Le baron peut être beaucoup de choses, mais cruel, non. » Elle alluma la lampe à pétrole sur la coiffeuse, et la lumière dorée remplit la pièce d'une chaleur accueillante. « Je vais vous chercher de l'eau chaude pour que vous vous laviez. J'ai une bassine là, derrière le paravent. Après, j'apporterai de la nourriture, et demain matin, je verrai des vêtements qui pourraient vous aller. Après tout, Madame Hélène avait à peu près votre taille. » Henriette sortit en fermant doucement la porte. Élisa entendit la clé tourner, mais de l'extérieur, son cœur s'emballa. Était-elle enfermée?
Était-elle prisonnière? Mais alors elle entendit la voix d'Henriette de l'autre côté. « La clé est dans la serrure, à l'intérieur, ma petite. Si vous voulez vous enfermer, vous le pouvez. Monsieur Joachim l'a dit. » Élisa courut à la porte, tourna la clé et entendit le clic du verrou. Seule, elle laissa enfin les larmes venir. Elle glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Elle serra ses genoux et pleura tout ce qu'elle avait retenu pendant cette journée infernale. Henriette revint une demi-heure plus tard avec un plateau. Elle frappa à la porte 3 fois. « Élisa, j'ai de l'eau chaude et de la nourriture. Vous pouvez ouvrir. » Élisa se leva, essuya son visage du revers de la main et ouvrit la porte juste un entrebâillement. Henriette la poussa doucement, entrant avec le plateau en équilibre dans ses bras forts. Elle posa tout sur la coiffeuse. Une bassine de porcelaine remplie d'eau fumante, du savon parfumé, des serviettes propres et un plateau plus petit avec de la nourriture. Un bouillon de volaille, du pain frais, de la pâte de coing avec du fromage et du lait tiède avec du miel. « Mangez tout, vous n'êtes que des os !» Henriette s'assit sur l'une des chaises, clairement sans intention de partir, tant qu'elle n'aurait pas quelques réponses. Élisa, debout près du lit, regardait la nourriture, avec une faim qui lui faisait physiquement mal, mais encore craintive. « Asseyez-vous et mangez, ma petite !» ordonna Henriette avec cette autorité maternelle qui n'accepte aucun refus. « Pendant que vous mangez, je vous explique certaines choses. Premièrement, Monsieur Joachim n'est pas homme à mentir. S'il a dit que vous avez votre chambre et votre clé, c'est que c'est vrai. Deuxièmement, je cuisine dans cette maison depuis plus de 40 ans. J'ai vu cet enfant naître, grandir, se marier et devenir veuf. Je le connais mieux que sa propre mère le connaissait et je peux vous garantir qu'il ne vous a pas amené ici pour quoi que ce soit de mauvais. » Élisa s'assit au bord du lit et commença à manger lentement au début, puis avec plus d'envie, à mesure que son estomac se réveillait. Le bouillon était délicieux, assaisonné juste comme il faut, réconfortant. Henriette continua. Monsieur Joachim est devenu un homme mort de l'intérieur après le départ de Madame Hélène. 3 ans sans vie dans cette maison, seulement du travail, du silence et des visites à sa tombe. Quand il est arrivé aujourd'hui avec vous, ce fut la première fois que je le vis faire quelque chose qui ne faisait pas partie de la routine. Mais pourquoi moi? Élisa trouva enfin sa voix. Pourquoi a-t-il payé tout cela pour moi? Que veut-il? Henriette soupira, regardant la fenêtre où la nuit était déjà complète. Je crois qu'il ne le sait pas encore lui-même, mais j'ai vu la façon dont il vous a regardé dans le patio. Ce n'était pas le regard d'un homme voulant une femme, c'était le regard de quelqu'un qui a vu un esprit brisé et a reconnu le sien propre. Élisa ne dormit presque pas la première nuit. Chaque son de la maison l'effrayait. Le grincement des planches, le vent aux fenêtres, le cri lointain d'une chouette. Elle resta allongée dans le lit immense, enfoncée dans des oreillers trop moelleux, couverte de draps qui sentaient les fleurs séchées, se sentant complètement déplacée dans ce luxe qui n'avait jamais été le sien. Lorsque les premiers rayons de soleil entrèrent par la fenêtre, elle était déjà réveillée depuis des heures. Elle se leva, se lava le visage dans la bassine qu'Henriette avait laissée avec de l'eau propre et se regarda dans le miroir de la coiffeuse. La jeune femme qui la regardait en retour avait de profondes cernes, les cheveux en désordre et une expression de qui ne croyait pas encore être là où elle était. Sur une chaise, Henriette avait laissé des vêtements pliés, une jupe en coton bleu marine, une blouse blanche simple mais bien cousue, des jupons propres et même une paire de bottines en cuir souple. Élisa toucha les vêtements avec révérence. C'étaient de simples vêtements de travail, mais infiniment meilleurs que la robe déchirée qu'elle avait portée la veille. Elle se changea lentement, sentant la texture neuve du tissu contre sa peau. Lorsqu'elle descendit l'escalier en direction de la cuisine, suivant l'odeur du café frais, elle trouva Henriette déjà en pleine activité, pétrissant de la pâte à pain sur une grande table en bois poli. La cuisine était spacieuse, avec une immense cuisinière à bois en fonte, des étagères remplies de casseroles en cuivre et une grande fenêtre donnant sur la cour où des poules picoraient librement. « Vous avez bien dormi ?»
demanda Henriette sans cesser de pétrir. Élisa hésita. Pas beaucoup. C'était à prévoir. Première nuit dans une maison étrange, avec des gens étranges, mais ça passera. Asseyez-vous, je vais vous servir votre café. Henriette lui indiqua une chaise près de la longue table où les domestiques prenaient leur repas. Élisa s'assit et reçut une assiette avec du pain chaud, du beurre, du miel, des tranches de fromage blanc et une tasse fumante de café au lait. Tandis qu'elle mangeait en silence, elle entendit des pas fermes dans le couloir. Son corps entier se tendit. Joachim entra dans la cuisine, déjà habillé pour le travail avec un pantalon de monte, des bottes hautes et une chemise à manches longues. Il s'arrêta en la voyant. « Bonjour », dit-il formellement, ôtant son chapeau. « Vous avez bien dormi ?» C'était la même question qu'Henriette, mais dans son ton, il y avait une réelle préoccupation. Élisa la sentit sans le regarder directement. Joachim prit sa propre tasse de café, la but debout, appuyé contre l'encadrement de la porte. « J'ai besoin de vérifier la récolte dans le secteur nord. Henriette, pouvez-vous montrer le domaine à Élisa aujourd'hui? Je veux qu'elle connaisse l'endroit. Voyez s'il y a quelque chose qu'elle aimerait faire. » Après le petit déjeuner, Henriette conduisit Élisa pour une visite de la propriété. Elles commencèrent par l'arrière-cour, où il y avait un poulailler bien entretenu, une petite porcherie, une écurie avec 6 chevaux et 2 bœufs de trait. Elles passèrent par le potager, où des colons italiens cultivaient des légumes, et par le verger, où les fruits mûrissaient au soleil. Mais ce fut, lorsqu'elles arrivèrent au jardin, qu'Élisa s'arrêta complètement. C'était un vaste espace, délimité par un bas mur de pierre. Il avait clairement été un magnifique jardin formel. Des chemins de petits cailloux blancs dessinaient des motifs géométriques entre des parterres qui étaient maintenant un chaos de plantes poussant sauvagement. Des rosiers étaient devenus des arbustes incontrôlables, avec des branches épineuses atteignant le ciel. Des plantes grimpantes couvraient des structures en bois qui semblaient avoir été des arches décoratives. Des fleurs sauvages concurrençaient les mauvaises herbes. C'était le jardin de Madame Hélène, expliqua Henriette d'une voix douce. C'était sa fierté. Elle passait des heures ici, tous les jours, prenant soin de chaque plante comme si c'était son enfant. Après son départ, M. Joachim n'a laissé personne y toucher. Il a dit qu'il ne voulait pas que quiconque change quoi que ce soit, mais la nature n'attend personne, n'est-ce pas? Elle a poussé comme elle a voulu. Élisa marcha lentement entre les allées envahies par la végétation. Elle pouvait voir sous le désordre les ossements d'un jardin magnifique. Là, une fontaine en pierre couverte de mousse, mais toujours avec sa structure intacte. Là, un banc en fer forgé, entouré d'hortensias qui avaient poussé gigantesques sans taille. Plus loin, ce qui semblait avoir été un parterre de roses était maintenant une forêt miniature de branches entrelacées. Quelque chose en Élisa bougea. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit un but. « Je pourrais m'en occuper », dit-elle presque en un murmure. Henriette se retourna, surprise. Du jardin, Élisa acquiesça, regardant autour d'elle. « Ma mère, avant de mourir, quand j'avais 12 ans, avait un petit jardin. Elle m'a appris les plantes. Je sais tailler, je sais quand arroser, je sais quand une plante est malade. Je pourrais ramener la vie dans cet endroit. » Henriette resta silencieuse un instant, puis elle posa sa main sur l'épaule d'Élisa avec fermeté. « Je crois que vous devez en parler à Monsieur Joachim. Cela pourrait être difficile pour lui de toucher à son jardin, mais cela pourrait aussi être ce dont il a besoin pour enfin laisser partir. » Les deux restèrent là quelques minutes de plus, contemplant cette beauté endormie, attendant d'être réveillée. Ce soir-là, pendant le dîner, Élisa rassembla tout le courage qu'elle avait. Joachim dînait seul dans la salle à manger formelle, une table immense où il s'asseyait toujours sur la même chaise, au bout, avec toute cette étendue de bois poli vide autour de lui. Henriette servait la nourriture et se retirait ensuite, le laissant à ses pensées silencieuses. Élisa apparut à la porte de la salle à manger, les mains jointes devant son corps, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pouvait l'entendre. Joachim leva les yeux, surpris. Depuis son arrivée, ils avaient à peine échangé des mots, au-delà des salutations de base.
Avez-vous besoin de quelque chose? Demanda-t-il, faisant mine de se lever. J'aimerais vous demander une chose, dit Elisa, la voix tremblante mais déterminée. Joachim lui désigna la chaise à ses côtés. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle hésita, mais obéit, s'asseyant sur le bord de la chaise, prête à s'enfuir si nécessaire. Joachim écarta son assiette, lui accordant toute son attention. « Le jardin » commença Elisa, fixant ses propres mains. « Henriette m'a montré le jardin aujourd'hui. Elle a dit que c'était celui de votre épouse. » Joachim se raidit visiblement. Ses doigts serrèrent la serviette en lin qu'il tenait. Elisa continua avant de perdre son courage. « Je sais que cela doit être douloureux, mais il est en train de mourir. Les plantes s'étouffent les unes les autres. Les parasites s'installent. Si personne ne s'en occupe, dans quelques années, il ne restera rien de ce qu'elle a construit. » Joachim resta silencieux si longtemps qu'Elisa pensa avoir commis une terrible erreur. Mais alors il parla, la voix rauque. « Hélène aimait ce jardin plus que tout, sauf peut-être moi. Quand elle est morte, je ne pouvais pas supporter de voir qui que ce soit toucher à ses affaires. Cela semblait une trahison. Mais ne serait-ce pas une plus grande trahison de tout laisser mourir? » La question d'Elisa était douce, sans jugement. Joachim leva les yeux vers elle et pour la première fois la vit réellement. Non pas la jeune femme qu'il avait achetée aux enchères, non pas la domestique qui vivait maintenant chez lui, mais Elisa, une personne avec ses propres pensées, sa sensibilité et apparemment une sagesse qui dépassait ses 19 ans. « Que proposez-vous? Laissez-moi m'en occuper, avec respect. Je ne changerai pas ce qu'elle a fait. Je ne ferai que préserver, redonner vie à ce que cet espace était censé être. » Joachim acquiesça, non sans hésitation. Le lendemain, à l'aube, Elisa était déjà au jardin avec des gants en cuir épais, un sécateur et une détermination féroce. Elle commença par le travail le plus élémentaire. Enlever les mauvaises herbes, nettoyer les chemins de gravier, identifier quelles plantes étaient ornementales et quelles étaient invasives. C'était un travail ardu. Le soleil de la vallée de la Sarthe frappait impitoyablement. Et même avec un chapeau de paille qu'Henriette lui avait prêté, Elisa sentait la chaleur lui brûler la peau. Ses mains, même protégées par les gants, développèrent bientôt de nouvelles ampoules sur les vieilles callosités. Mais elles ne s'arrêtaient pas. Il y avait quelque chose de curatif dans ce travail, comme si chaque plante qu'elle sauvait, chaque parterre qu'elle nettoyait, était aussi une partie d'elle-même en train d'être sauvée. Joachim observait de loin, depuis la véranda du 2e étage, où il avait un petit bureau. Il se retrouvait à regarder par la fenêtre plusieurs fois par jour, voyant cette silhouette élancée, agenouillée parmi les fleurs, travaillant avec une patience infinie. Quelque chose dans cette scène le touchait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Un après-midi, Elisa découvrit, sous une masse de plantes grimpantes, ce qui semblait être une plaque de bronze. Elle la nettoya soigneusement et lut l'inscription « Jardin d'Hélène où la beauté fleurit éternellement ». 1875. Elle sentit ses yeux picoter. Cette femme qu'elle n'avait jamais connue avait profondément aimé cet espace, y avait mis son âme. Et maintenant Elisa avait la responsabilité d'honorer cela. Elle travaillait de l'aube au coucher du soleil. Henriette lui apportait de l'eau fraîche et de la nourriture à midi, s'asseyant parfois sur un des bancs pour lui tenir compagnie. « Vous travaillez comme si vous fuyiez quelque chose », commenta un jour la vieille dame. Elisa s'arrêta, essuya la sueur de son front avec son avant-bras. Peut-être, ou peut-être que j'essaie de trouver quelque chose. Et vous trouvez? Elisa regarda autour d'elle le jardin qui commençait à renaître. Je crois que oui. À la fin de la première semaine, les progrès étaient visibles. Les chemins étaient propres, les parterres définis, les rosiers taillés de manière à pouvoir refleurir la saison prochaine. Elisa trouva sous la végétation un système d'irrigation ingénieux qu'Hélène avait créé en utilisant des gouttières en bambou pour diriger l'eau de pluie. Avec quelques réparations, elle réussit à le faire fonctionner à nouveau. Les semaines passèrent et une routine s'installa au domaine de Sainte-Croix. Elisa se réveillait avec le soleil, elle prenait un petit déjeuner rapide dans la cuisine avec Henriette et se rendait au jardin.
Joachim partait superviser le travail dans les caféiers, revenait pour le déjeuner et passait les après-midi à s'occuper de la partie administrative du domaine dans son bureau. Mais quelque chose changeait subtilement, comme lorsque la saison tourne sans qu'on ne perçoive le jour exact. Joachim commença à poser des questions sur le jardin pendant les repas. Au début, c'étaient des questions pratiques. Les outils sont-ils adaptés? Avez-vous besoin de l'aide de certains colons? Mais rapidement, elles évoluèrent vers autre chose. Quel type de rose est cette jaune? Comment avez-vous fait pour que les hortensias deviennent si bleues? Elisa, qui osait à peine parler en sa présence au début, commença à s'ouvrir. Elle expliquait les sols acides et alcalins, l'importance de la taille à la lune décroissante, comment chaque plante avait sa personnalité et devait être comprise, pas seulement soignée. Joachim écoutait avec une attention sincère et parfois même souriait légèrement lorsqu'elle décrivait une plante particulièrement têtue, comme s'il s'agissait d'une personne. Un après-midi, quelque chose d'inattendu arriva. Elisa luttait pour déplacer une grosse pierre qui bloquait l'un des chemins. Elle était trop lourde pour elle seule. Soudain, elle sentit quelqu'un à ses côtés. Joachim, en manche de chemise, s'agenouilla et ensemble, ils déplacèrent la pierre. Ils ne dirent rien, mais quand la tâche fut accomplie, il resta là, regardant autour de lui. « Cela redevient beau », dit-il d'une voix rauque d'émotion. Hélène serait contente. Elisa le regarda et vit des larmes contenues dans ses yeux. C'était la première fois qu'elle le voyait exprimer de l'émotion ouvertement. « Elle devait être une personne très spéciale, dit Elisa doucement. « Oui, répondit Joachim. Elle était la lumière là où il y avait l'obscurité. Elle était le rire là où il y avait le silence. Et quand elle est partie, elle a tout emporté avec elle. » Ils restèrent assis là, côte à côte, sur le banc de fer, dans un silence qui n'était pas inconfortable. Elisa se surprit à vouloir lui parler de sa propre mère, de comment elle comprenait la douleur de la perte, mais n'osa pas. Il y avait encore une distance entre eux. Une barrière invisible, faite de différences sociales, de circonstances étranges de leur rencontre et de peurs mutuelles. Alors qu'une paix fragile s'installait au domaine de Sainte-Croix, au-delà de ses portes, les rumeurs se propageaient comme des mauvaises herbes. La nouvelle que le baron Joachim de Launay avait acheté une jeune femme lors d'une vente aux enchères publiques se répandit dans toute la vallée de la Sarthe avec la vitesse d'un incendie dans une plantation sèche. Dans les salons des domaines voisins, dans les églises, dans les commerces, partout où l'élite rurale se réunissait, on parlait du scandale. Les versions variaient, chacune plus fantaisiste que la précédente. On disait que Joachim gardait la jeune femme enfermée, on disait qu'elle était sa maîtresse. On disait qu'il avait perdu la tête de solitude et déshonorait maintenant la mémoire de son épouse défunte. Le colonel Antoine Mercier, propriétaire du domaine voisin et rival commercial de Joachim depuis toujours, fut celui qui alimenta le plus les ruis. C'était un homme d'une 50aine d'années, corpulent, avec une moustache épaisse et de petits yeux toujours à calculer les avantages. Il n'avait jamais pardonné à Joachim d'avoir reçu le titre de baron avant lui, pour des terres plus productives, pour être plus respecté dans la région. Lors d'un dîner chez le juge de paix, entouré d'autres propriétaires terriens et de leurs épouses parées de bijoux, Antoine cracha son venin avec la précision de celui qui choisit chaque mot. Pauvre Joachim, la solitude lui a fait perdre tout sens de la décence. Acheter une jeune femme comme on achète du bétail, et dire qu'il se disait abolitionniste. Les dames présentes soupiraient, scandalisées, bien que leurs yeux brillassent d'une curiosité morbide. Madame Marguerite Mercier, épouse d'Antoine et connue pour sa langue acérée, ajouta « Et l'on dit que la jeune femme est jolie, jeune, en bonne santé. Une tentation vivant sous le même toit qu'un veuf, cela ne peut mener qu'au malheur. » Le juge, homme faible qui se laissait influencer par ceux qui avaient plus de pouvoir, hocha la tête avec une désapprobation feinte. Techniquement, il n'y a pas de crime. Le contrat était légal, mais moralement... Il laissa la phrase en suspens, permettant à chacun de compléter avec sa propre imagination.
Le père Grégoire, prêtre de la paroisse, homme déjà âgé mais avec des principes fermes, tenta de défendre. « Je connais Joachim depuis l'enfance. Il n'est pas homme à agir avec malhonnêteté. S'il a acheté la jeune femme, il doit avoir eu des raisons décentes. » Mais sa voix fut étouffée par les autres. Les commérages sont toujours plus savoureux que la vérité. Élisa découvrit les rumeurs de manière brutale. Elle avait demandé la permission à Joachim d'aller au village, acheter des graines spécifiques qu'il n'avait pas au domaine. Il hésita, inquiet, mais elle insista. Elle n'était pas prisonnière, n'est-ce pas? Henriette l'accompagna, toutes deux dans une charrette tirée par un cheval docile que le contremaître conduisait. Le village de Sainte-Rita-des-Quatre-Chemins était animé ce samedi matin. Henriette alla acheter de la viande pour la semaine. Élisa entra seule dans le magasin qui vendait des graines, des outils et des articles agricoles. Le propriétaire, M. Anselme, un vieux qui connaissait tout le monde dans la région, la servit avec une courtoisie froide, bien différente de la cordialité avec laquelle il traitait les autres clients. Tandis qu'il séparait les paquets de graines, Élisa entendit des voix de l'autre côté de l'étagère. Deux femmes conversaient sans savoir qu'elle était là. « C'est elle !» disait une voix stridente. « La fille du baron ose se montrer en public ?» L'autre répondit « On dit qu'elle fait semblant d'être sainte, travaillant au jardin, mais tout le monde sait pourquoi il la veut vraiment. » Élisa sentit comme si on lui avait jeté de l'eau glacée. Son visage brûla de honte et de colère. Elle voulut s'enfuir en courant, mais ses jambes n'obéissaient pas. Les voix continuèrent, indifférentes au venin qu'elle distillait. « Pauvre Madame Hélène, à peine froide dans sa tombe, qu'il a déjà une autre femme dans son lit et une achetée. Imaginez l'immoralité. » Ce fut Henriette qui la trouva, immobile au milieu du magasin, les graines éparpillées sur le sol, tombées de ses mains tremblantes. La vieille dame comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle paya les graines, tint Élisa fermement par le bras et la conduisit à la charrette. Sur le chemin du retour au domaine, Élisa pleura silencieusement, les larmes coulant sans qu'elle n'essaie de les essuyer. « Ne prêtez pas attention à ce que disent ces vipères venimeuses », murmura Henriette avec colère. « Les gens qui n'ont rien à faire de leur vie inventent des histoires sur les autres. » Mais Élisa savait que ce n'était pas si simple. Ces rumeurs entachaient non seulement sa réputation, mais celle de Joachim. Et elle ne pouvait supporter l'idée que sa présence détruise le nom d'un homme qui ne lui avait montré que de la bonté. Ce soir-là, Élisa ne descendit pas dîner. Elle s'enferma dans sa chambre, refusant même la nourriture qu'Henriette tenta de lui apporter. Son esprit était un tourbillon. Elle devait partir. Elle ne pouvait continuer à être la cause de la honte de Joachim. Mais où aller? Elle n'avait pas d'argent, pas de famille, personne. Joachim, inquiet de son absence, monta les escaliers et frappa à la porte de sa chambre. « Élisa, êtes-vous malade ?» Silence. Il frappa à nouveau plus fort. « Élisa, s'il vous plaît, si quelque chose ne va pas, je dois savoir. » Sa voix avait une urgence qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Après un long moment, elle ouvrit la porte, mais ne l'invita pas à entrer. « Je ne peux plus rester ici, » dit-elle sans détour, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Joachim fronça les sourcils, confus. « Pourquoi? Ai-je fait quelque chose qui vous a offensé ?» Élisa secoua la tête. « Vous n'avez été que bon avec moi, mais cela n'a pas d'importance. Les gens parlent, ils disent des choses horribles sur vous à cause de moi, ils détruisent votre nom. » Joachim resta immobile un instant, assimilant. Puis, à la surprise d'Élisa, un sourire amer apparut sur ses lèvres. « Alors, vous l'avez découvert, j'essayais de vous épargner cela. Comment pouvez-vous sourire? Votre réputation est ruinée à cause de moi. » Sa voix monta d'un ton, mêlant colère et désespoir. Joachim respira profondément et parla enfin avec un calme qui contrastait avec la tempête dans les yeux d'Élisa. « Ma réputation, Élisa, j'ai 36 ans. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que l'opinion des autres vaut très peu comparée à la paix de sa propre conscience. Oui, je sais ce qu'on dit. Je le sais depuis le premier jour et je ne m'en soucie pas. Comment pouvez-vous ne pas vous en soucier ? Il vous traite d'immoral, disant que vous déshonorez la mémoire de votre femme.
Élisa criait presque maintenant, toute sa retenue des derniers jours s'effondrant. « Ils disent que je suis votre. » Elle ne put terminer la phrase, le mot coincé dans sa gorge comme une pierre. Joachim fit un pas en avant, et pour la première fois sa voix acquit une dureté qu'elle ne lui connaissait pas. « Et vous les croyez ? Croyez-vous que je vous ai amené ici avec des intentions déshonorantes ? En toutes ces semaines, ai-je agi d'une manière qui vous ait causé de l'inconfort ou de la peur ?» Élisa secoua la tête, les larmes revenant. « Non, jamais. Mais ce que je crois n'importe pas. Ce qu'ils disent peut vous détruire. Qu'ils essaient, dit Joachim avec fermeté. J'ai construit tout ce que j'ai avec travail et honnêteté. Ma conscience est claire. Si les gens veulent croire au commérage au lieu d'observer les faits, le problème est le leur, pas le mien, et certainement pas le vôtre. Vous n'êtes pas responsable des esprits sales des autres. 2 jours après cette confrontation, alors qu'Élisa absorbait encore les paroles de Joachim et tentait de décider quoi faire, un visiteur indésirable apparut au domaine de Sainte-Croix. Le colonel Antoine Mercier arriva dans son luxueux carrosse, tiré par 2 chevaux noirs, en milieu d'après-midi d'un jeudi ensoleillé. Joachim le reçut dans le salon avec la courtoisie froide que l'étiquette exigeait, mais sans aucune chaleur. Les 2 hommes se connaissaient depuis des décennies, et l'antipathie mutuelle n'était que superficiellement dissimulée par les conventions sociales. Antoine s'installa dans un fauteuil comme s'il était chez lui. Il accepta le café qu'Henriette apporta et commença par des amabilités sur le temps et la récolte. Joachim attendit patiemment, sachant que l'homme n'avait pas parcouru presque 3 lieues juste pour parler de café. Finalement, Antoine arriva au fait. « Joachim, nous sommes voisins depuis longtemps. Nos pères étaient amis. C'est pourquoi je me sens obligé de parler avec franchise, d'homme à homme. »« Parlez !» dit Joachim, sa voix neutre. Antoine se pencha en avant, prenant une expression de fausse préoccupation. « Cette situation avec la jeune femme cause beaucoup de bavardage. Cela nuit à votre image et, par extension, à l'image de nous tous, propriétaires respectables de la région. Les gens commencent à nous voir comme des approbateurs de ce genre d'arrangement. » Joachim sentit la colère monter, mais garda le visage impassible. « Quel arrangement exactement ?» Antoine fit un vague geste de la main. « Oh, vous savez, une jeune femme, jolie, vivant sous votre toit, sans lien familial ou matrimonial, achetée aux enchères publiques comme si c'était une propriété. Vous comprenez ce que cela signifie ? Cela signifie que j'ai accompli un acte de charité, retirant une jeune femme d'une situation dégradante, répondit Joachim froidement. Mais continuez, vous n'avez pas encore atteint la vraie raison de votre visite. Antoine sourit. Un sourire de prédateur qui avait flairé la faiblesse. « Je viens avec une solution. Je suis prêt à prendre en charge le contrat de la jeune femme. Je vous paierai les 2000 francs que vous avez dépensés, plus 500 francs de compensation pour le dérangement. Elle viendra travailler dans mon domaine sous la supervision appropriée de mon épouse. Cela résoudrait le problème de réputation pour nous 2. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Joachim se leva lentement, ses yeux sombres fixés sur Antoine, avec une intensité qui fit reculer l'homme instinctivement dans son fauteuil. Quand il parla, sa voix était basse, mais chargée d'une fureur contenue, encore plus terrifiante que n'importe quel cri. « Sortez de ma maison !» Antoine cligna des yeux, feignant la surprise. « Joachim, soyez raisonnable. »« Sortez !» répéta Joachim, chaque mot tranchant comme du verre. « Maintenant, et ne revenez plus jamais ici avec des propositions concernant Élisa. Elle n'est pas à vendre, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Et si j'apprends que vous répandez plus de venin sur elle ou sur moi, je jure par tout ce qui est sacré que vous le regretterez. » Ce que Joachim ne savait pas, c'est qu'Élisa avait entendu toute la conversation. Elle était dans le couloir, cachée derrière une porte entr'ouverte, étant descendue de la bibliothèque du 2e étage, où elle avait l'habitude de passer ses après-midi à lire. Elle avait entendu chaque mot de la proposition indécente d'Antoine, et, plus importante encore, elle avait entendu la défense féroce de Joachim.
Quand Antoine sortit en soufflant de rage, claquant violemment la porte du carrosse, Élisa resta cachée, le cœur martelant dans sa poitrine. Joachim retourna dans le salon et, à sa surprise, frappa violemment le dossier du fauteuil où Antoine s'était assis, une explosion de colère qu'il maintenait normalement sous un contrôle rigide. Élisa sortit de sa cachette. Le son de ses pas fit Joachim se retourner brusquement. En la voyant là, son visage afficha un mélange de surprise et de ce qui ressemblait à de l'embarras. « Combien avez-vous entendu » demanda-t-il. « Tout » répondit Élisa, faisant des pas lents vers lui. « Il voulait m'acheter à vous et je ne l'aurais jamais vendu, » dit Joachim avec véhémence, « ni à lui ni à personne. Vous n'êtes pas une propriété, Élisa, peu importe ce que disent ces papiers. » Il sortit de la poche intérieure de son gilet le document qu'il avait signé le jour de la vente aux enchères et, à la surprise d'Élisa, le déchira en morceaux méticuleux, l'un après l'autre, laissant les fragments tomber au sol comme une neige de papier. « Qu'avez-vous fait » murmura Élisa, les yeux écarquillés. « C'était le seul document légal qui disait que vous m'apparteniez, » compléta Joachim. « Et je ne veux pas de cela. Je ne veux pas que vous restiez ici par obligation légale ou par peur. Je veux que vous restiez parce que vous choisissez de rester. Et si vous choisissez de partir, rien ni personne ne vous en empêchera. » Élisa regarda les morceaux de papier sur le sol, puis Joachim, et quelque chose en elle se brisa. Toutes les défenses qu'elle avait construites, tous les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur pour survivre aux horreurs qu'elle avait affrontées, s'effondrèrent. Elle fit 2 pas en avant et avant de pouvoir réfléchir, elle le serra dans ses bras. Ce fut une étreinte désespérée de quelqu'un qui avait enfin trouvé un havre de paix après avoir navigué dans la tempête trop longtemps. Joachim se raidit un instant, surpris, mais ses bras se refermèrent autour d'elle avec une douce protection. Ils restèrent ainsi en silence au milieu du salon, tandis que le soleil de l'après-midi peignait tout d'or à travers les fenêtres. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne arriva dans la vallée de la Sarthe, apportant avec lui des matins frais et des après-midi doux. Les caféiers commencèrent à se préparer pour la grande récolte, et tout le domaine entra dans le rythme effréné que cette période de l'année exigeait toujours. C'était la saison la plus importante, quand tout le travail de l'année serait mesuré en sacs de café de qualité. Élisa continua de s'occuper du jardin, qui était maintenant méconnaissable par rapport à l'état dans lequel elle l'avait trouvé. Les rosiers, taillés et soignés, produisaient des fleurs aux couleurs vives. Les hortensias formaient des buissons parfaits de bleu profond et de rose doux. Les parterres de dahlias explosaient en jaune, orange et rouge. Le jardin d'Hélène avait ressuscité, mais portait maintenant aussi la touche d'Élisa. Mais son travail ne se limitait plus au jardin. Henriette, percevant que la jeune femme avait soif d'apprendre et de se sentir utile, commença à lui enseigner l'administration domestique d'un grand domaine. Élisa apprit à faire des bilans de dépenses, à planifier les menus hebdomadaires, à superviser les blanchisseuses et couturières qui venaient travailler 1 fois par semaine. Plus significatif encore, elle commença à enseigner. Les colons italiens qui travaillaient au domaine avaient beaucoup d'enfants, des enfants de 5 à 12 ans qui n'avaient pas accès à une éducation formelle. Élisa, qui avait appris à lire et à écrire avec les religieuses dans son enfance, se proposa de donner des cours de base aux enfants. Joachim non seulement approuva, mais fit construire une petite pièce annexe à la maison des colons, équipée de bancs, d'un tableau noir et de livres. 3 fois par semaine l'après-midi, lorsque le travail au champ diminuait, 8 enfants se réunissaient pour apprendre avec Élisa. Elle enseignait avec une patience infinie, se souvenant comment l'éducation avait été une lumière dans sa propre enfance sombre. Les enfants l'adoraient, lui apportant des fleurs sauvages, des dessins grossiers et des étreintes serrées. Joachim observait tout cela avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond, qu'il essayait de ne pas nommer. Il voyait Élisa fleurir comme les plantes de son jardin, la voyait rire avec les enfants, discuter de recettes avec Henriette, marcher dans les champs avec un livre sous le bras.
Elle n'était plus la jeune femme effrayée et brisée de la vente aux enchères. C'était une femme qui trouvait sa force et son but. Et lui, Joachim, réalisait qu'il changeait aussi. Il se levait plus tôt, impatient de commencer la journée. Il souriait plus souvent. Il s'était remis à jouer du piano le soir, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort d'Hélène. La maison, autrefois un mausolée de souvenirs douloureux, redevenait un foyer. Avec l'approche de la fête de la Saint-Jean, traditionnelle dans la campagne, Henriette décida qu'il était temps pour le domaine de Sainte-Croix de recommencer à recevoir des gens. Pas une grande fête, mais au moins un modeste souper avec quelques colons plus proches et leurs enfants. Joachim hésita, mais Henriette fut inflexible. « Cette maison a besoin de vie, monsieur Joachim. Madame Hélène adorait ces fêtes. Ne serait-ce pas l'honorer que de les refaire ?» Le souper fut fixé pour la veille de la Saint-Jean. Henriette et Élisa passèrent 2 jours à préparer la nourriture. Galettes de maïs, crêpes sucrées, gâteaux au miel, vin chaud, confiserie locale. La cuisine se remplit d'arômes délicieux et de rires féminins pendant qu'elle travaillait côte à côte. Joachim fit préparer la grande véranda de la maison avec de longues tables, des lanternes colorées et un feu de joie dans le jardin. La nuit de la fête, environ 20 personnes se rassemblèrent. Des colons italiens avec leurs familles, le contremaître du domaine avec sa femme, quelques travailleurs célibataires. Il y avait de la musique d'accordéon, des enfants courant et sautant par-dessus le feu de joie, des adultes discutant animément. Élisa portait une robe simple mais jolie, en coton bleu clair, qu'Henriette lui avait cousu. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules, avec quelques fleurs blanches entrelacées. Joachim pouvait à peine détacher ses yeux d'elle. Il la voyait servir la nourriture, converser avec les épouses des colons, prendre un enfant dans ses bras quand il pleurait. Il y avait une lumière en elle, une joie authentique qui rayonnait et contagiait tous ceux qui l'entouraient. Quand l'accordéon commença à jouer une musique plus animée, l'un des jeunes colons eut l'audace de l'inviter à danser. Élisa regarda Joachim, comme pour demander la permission. Il acquiesça avec un sourire, bien que quelque chose en lui se contractât en la voyant dans les bras d'un autre homme. Mais la danse était innocente, joyeuse, et bientôt d'autres couples se joignirent. Henriette, observant tout depuis son poste dans la cuisine, hocha la tête avec un sourire entendu. Elle connaissait bien les signes. Quand la musique se termina et qu'Élisa revint, les joues rougies et les yeux brillants, Joachim se leva. « Puis-je avoir la prochaine ?» La question surprit tout le monde, surtout Élisa. En 3 mois de vie commune, il ne l'avait jamais touchée en dehors de cette étreinte dans le salon. Elle posa sa main dans la sienne et il la conduisit vers l'espace de danse improvisé. La musique était plus lente maintenant, une simple valse. Joachim posa une main sur sa taille, tint l'autre délicatement, et ils commencèrent à danser. Il était étonnamment bon danseur, la guidant avec fermeté mais gentillesse. Élisa sentait son cœur s'emballer, consciente de chaque point où leur corps se touchait, de la chaleur de ses mains, de l'odeur de savon et de tabac qui émanait de lui. « Êtes-vous heureuse ?» demanda Joachim à voix basse, juste pour qu'elle l'entende. Élisa le regarda dans les yeux et répondit avec une honnêteté absolue. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Il sourit, un sourire authentique qui transformait complètement son visage généralement sérieux. « Moi aussi. » Et à ce moment-là, sous les étoiles de la campagne, avec le feu de joie crépitant et la musique s'écoulant, tous deux sûrs que quelque chose avait changé irrévocablement entre eux. Le bonheur, cependant, a des ennemis. Le lendemain de la fête, un article parut dans le journal de la capitale qui circulait dans la vallée de la Sarthe. C'était une chronique sociale écrite par un journaliste connu pour accepter des pots de vin pour publier ou supprimer des histoires. Le colonel Antoine Mercier avait généreusement payé cet article. « Scandale dans la vallée, un baron veuf entretient une concubine achetée aux enchères », criait le titre. Le texte était du pur venin, mêlant demi-vérité et mensonge complet. Il décrivait Joachim comme un homme qui avait perdu la raison dans sa vieillesse, achetant une jeune femme pour satisfaire ses désirs charnels.
Il décrivait Élisa comme une aventurière qui avait séduit un homme vulnérable. Il insinuait l'immoralité sans la prouver, mais plantait des graines de doute et de scandale. Le père Grégoire fut le premier à apparaître au domaine, apportant le journal froissé dans ses mains. « Joachim, nous devons parler, » dit-il avec sérieux. Le père Grégoire était un homme décent, mais il était aussi le représentant de l'Église et ne pouvait ignorer les scandales publics. Ceci cause de l'indignation. J'ai reçu 3 visites de paroissiens préoccupés rien que ce matin. Joachim lut l'article avec une fureur croissante. Chaque ligne était une diffamation, chaque paragraphe un mensonge calculé. « Rien de tout cela n'est vrai, » dit-il d'une voix contrôlée mais tendue. « Élisa vit ici en toute bienséance. Elle a sa propre chambre, travaille honnêtement, elle enseigne même aux enfants des colons. Où est le scandale là-dedans ? » « Le scandale est dans l'apparence, » répondit le prêtre tristement. « Une jeune fille célibataire, vivant dans la maison d'un homme célibataire, peut être tout à fait innocente, et je crois que c'est le cas. Mais les gens voient ce qu'ils veulent te voir. » Et après cet article, il secoua la tête. « Il n'y a qu'une seule façon de résoudre cela définitivement, Joachim. Épousez-la. » Le silence qui suivit fut absolu. Joachim resta pétrifié, le journal lui tombant des mains. Épouser Élisa. L'idée le frappa avec la force d'un éclair, non parce qu'elle était absurde, mais parce qu'elle ne l'était pas. Une partie de lui, profonde et enfouie, l'avait déjà envisagée, même s'il ne l'avait jamais admise consciemment. « Elle est trop jeune, » dit Joachim finalement. « Elle a 19 ans, j'en ai 36. Ce serait profiter de sa situation vulnérable. » Le prêtre se pencha en avant. Ou serait-ce lui donner la protection complète qu'elle mérite, un nom respecté, une position sociale sûre, la fin de toutes ces rumeurs malveillantes? Et vous, Joachim, ne méritez-vous pas aussi une deuxième chance de bonheur? Après le départ du prêtre, Joachim resta seul dans la bibliothèque, observant par la fenêtre Élisa dans le jardin, et taillant les rosiers avec une concentration totale. Épousez-la. Les mots résonnaient dans son esprit. Serait-ce la bonne chose à faire, ou la condamnerait-il à un mariage sans amour, juste par commodité sociale? Élisa avait aussi lu l'article. Une copie était parvenue à Henriette par l'intermédiaire du fournisseur de viande qui avait commenté avec une fausse préoccupation. « Les choses vont mal pour le baron, hein, le pauvre, ainsi diffamé. » Henriette arracha le journal de ses mains avec un grognement et l'apporta à Élisa. Assise dans sa chambre, Élisa lut chaque mot avec une horreur croissante. Elle vit comment chaque phrase était construite pour détruire non seulement sa réputation, mais celle de Joachim. Elle vit comment tout ce qui était bon et pur entre eux était déformé en quelque chose de sale et de honteux. Les larmes coulèrent, mais ce n'était pas de l'apitoiement, c'était de la colère et de la détermination. Elle ne pouvait continuer à permettre que sa présence détruise l'homme qui lui avait sauvé la vie. Peu importait ce qu'elle ressentait pour lui, et oui, elle l'admettait à elle-même. Enfin, elle ressentait quelque chose de profond et d'effrayant. Peu importait que les derniers mois aient été les plus heureux de sa vie. Le véritable amour, pensa-t-elle, signifie parfois laisser partir. Cette nuit-là, Élisa empaqueta ses quelques possessions dans un baluchon. Les vêtements qu'Henriette lui avait donnés, quelques livres que Joachim lui avait prêtés, ses gants de jardinage déjà usés. Elle attendit d'être sûre que tout le monde dormait. Vers 2 heures du matin, elle descendit les escaliers en silence, chaque marche familière semblant maintenant un adieu. Elle laissa une lettre sur la table de la cuisine adressée à Joachim. Elle y écrivit d'une écriture soignée. « Monsieur le baron, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ces mois ont été les plus heureux que j'ai connus, mais je ne peux continuer à être la cause de votre déshonneur social. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. Je m'en vais loin, où je pourrai recommencer sans entacher votre nom. Que Dieu vous bénisse toujours. Élisa. » Elle sortit par la porte de derrière et traversa le jardin qu'elle avait tant aimé soigner, passa devant les parterres de roses qui commençaient à éclore avec le printemps proche. La lune était haute, éclairant le chemin.
Elle avait de l'argent qu'Henriette lui avait donné pour de petits services supplémentaires, peut-être assez pour un billet de train pour Lyon. De là, elle ne savait pas, mais elle partirait. Elle était presque au portail du domaine quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna, le cœur battant. Joachim venait en courant, toujours en manches de chemise et pantalon de nuit, pieds nus, avec une lampe à la main. « Élisa, arrêtez !» Elle se figea mais ne revint pas. Il arriva près d'elle haletant, et la lumière de la lampe révéla son visage bouleversé. « Vous partiez !» dit-il, non comme une question, mais comme une accusation pleine de douleur. « Vous alliez me quitter ainsi, au milieu de la nuit, comme une fugitive ?»« Je dois, » répondit Élisa, les larmes revenant. « Ne voyez-vous pas ? Tant que je serai ici, vous n'aurez jamais la paix, vous ne serez plus jamais respecté. Je vous détruis. » Joachim posa la lampe à terre et serra Élisa par les épaules, non avec force, mais avec urgence. « Vous ne me détruisez pas, vous me sauvez, ne comprenez-vous pas ? Pendant 3 ans, j'ai vécu comme un mort. Je me levais, je travaillais, je dormais, mais je n'étais pas vivant, j'existais seulement. Et puis vous êtes arrivé et vous avez apporté le scandale et la honte, interrompit Élisa amèrement. Joachim secoua la tête avec véhémence. Vous avez apporté la vie, vous avez apporté le rire, vous avez apporté un but, vous avez apporté quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. Je regarde par la fenêtre et je vous vois dans le jardin, et mon cœur s'emballe. J'entends votre voix enseigner aux enfants et je me surprends à sourire comme un fou. Je m'assois pour dîner et le silence n'est plus oppressant, car je sais que vous êtes dans cette maison. Élisa tenta de s'éloigner, mais il ne la laissa pas faire. Joachim, arrêtez, vous êtes confus, vous vous sentez responsable de moi et vous confondez cela avec de l'amour. Il compléta, et les mots semblaient avoir été arrachés du fond de son âme. Parce que c'est de l'amour, Élisa. Je vous aime, j'aime votre force, votre gentillesse, votre rire. J'aime la façon dont vous traitez chaque plante, comme si elle était précieuse. J'aime la façon dont vous enseignez aux enfants avec une patience infinie. J'aime la façon dont vous avez ramené la vie au jardin d'Hélène et à mon cœur mort. Élisa pleurait ouvertement maintenant. Vous ne pouvez pas m'aimer, je ne suis personne, une jeune femme achetée aux enchères. Vous êtes un baron, un homme respecté. J'étais respecté, corrigea Joachim, et j'ai découvert que je préfère perdre le respect des hypocrites et vous garder que l'inverse. Élisa, je ne suis pas bon avec les mots fleuris. Je ne sais pas faire de déclarations romantiques, mais je sais que je ne veux pas vivre un seul jour sans vous. Épousez-moi. La proposition tomba entre eux comme une bombe. Élisa le regarda, les yeux écarquillés. « Quoi ? Épousez-moi » répéta Joachim, s'agenouillant là, sur la terre du chemin, lui tenant les mains. Non par commodité, non pour faire taire les autres, bien que ce serait un bonus, mais parce que je vous aime et que je veux passer le reste de ma vie avec vous. Je sais que c'est précipité, je sais que vous vous remettez encore de tout ce que vous avez souffert. Et si vous dites non, je respecterai, mais il faut que vous sachiez que mes sentiments sont sincères. Élisa le tira pour qu'il se relève, ses mains tremblantes dans les siennes. Joachim, je vous aime aussi. Je crois que j'ai commencé à vous aimer le jour où vous avez déchiré ce contrat et m'avez dit que j'étais libre, mais j'ai peur. Peur de ne pas être suffisante pour vous. Peur qu'un jour vous vous réveilliez et réalisiez que vous avez commis une terrible erreur. La seule erreur terrible que je puisse commettre est de vous laisser partir, répondit-il avec fermeté. Élisa, je ne vous demande pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin d'être une baronne de Manuel. Soyez juste vous-même, la femme qui sauve les jardins et enseigne aux enfants. La femme qui fait rire Henriette et qui a transformé cette maison morte en un foyer vivant. C'est cette femme que j'aime. Le silence s'étira tandis qu'Élisa luttait avec ses peurs et ses espoirs. Finalement, d'une voix tremblante mais décisive, elle dit « Oui, je vous épouse ». Et là, sous la pleine lune de la campagne, au portail du domaine de Sainte-Croix, ils scellèrent leur engagement non par un baiser, car ils étaient tous deux encore trop timides pour cela, mais par une étreinte serrée qui promettait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer.
La nouvelle des fiançailles explosa comme un second scandale. Joachim annonça formellement son intention d'épouser Elisa par une lettre envoyée au juge de paix, au curé et aux principaux propriétaires terriens de la région. La réaction fut mitigée. Certains, surtout les plus jeunes et progressistes, applaudirent le geste comme romantique et courageux. D'autres, la vieille garde conservatrice, y virent la confirmation de toutes les suspicions. Le colonel Antoine Mercier était furieux. Il avait dépensé de l'argent pour cet article diffamatoire, espérant détruire Joachim. Et maintenant, l'homme, non seulement n'était pas détruit, mais allait se marier publiquement, défiant toutes les critiques. Lors d'un dîner chez le juge, après beaucoup de vin, Antoine exprima clairement son opposition. « C'est une honte, un baron de l'Empire épousant une jeune femme achetée. Quel exemple donnons-nous à nos enfants ? L'exemple que l'amour et la décence importent plus que l'origine sociale, » répondit le jeune juge, qui avait récemment pris ses fonctions. Un jeune homme formé à Paris avec des idées plus modernes. L'exemple que tout le monde mérite une deuxième chance me semble un excellent exemple, colonel. La discussion s'échauffa et la société locale se divisa en deux camps clairs, ceux qui soutenaient Joachim et ceux qui le condamnaient. Au domaine de Sainte-Croix, les préparatifs suivaient un rythme effréné. Henriette était au centre de tout, cousant la robe de mariée d'Élisa avec un tissu de soie blanche que Joachim avait fait venir de Paris. « Ce sera la plus belle mariée que cette région ait jamais vue, » disait-elle en travaillant, ses doigts habiles malgré son âge. Élisa, cependant, était nerveuse, non pas pour la cérémonie elle-même, mais pour la tempête sociale qui, elle le savait, allait venir. Le père Grégoire avait accepté de célébrer la cérémonie, mais avait averti qu'il rencontrerait probablement la résistance de certains paroissiens. « Qu'ils y fassent face, dit Joachim calmement. Nous,